Fidèles amis de la chaîne citoyenne, bonjour et bienvenue au débat du rendez-vous citoyen de ce jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Il s'agit des difficultés des patients d'accéder aux médecins spécialistes. En effet, entre hôpitaux publics et cliniques privées, les patients sont pris en otage par les médecins spécialistes. Il est très difficile, voire impossible, de les trouver au poste aux heures officielles de travail, ou encore, s'ils sont là, ils limitent le nombre de patients à consulter et non qu'un jour ou deux de consultation dans la semaine dans les hôpitaux publics où ils sont censés y être en permanence. Si vous ne pouvez pas attendre, trouvez-moi à la clinique X ou Y, sinon je ne peux rien, vous disent-ils souvent. Là-bas, vous êtes effectivement bien accueillis. Cette pratique peut être considérée comme une forme de conflit d'intérêts où les médecins privilégient leur intérêt personnel et financier plutôt que le devoir de servir le public. Cela peut également entraîner une répartition inégale des ressources et des soins de santé. À ceux qui ont plus de moyens, ils ont accès aux soins de qualité, tandis que les plus démunis sont laissés pour compte. L'on s'interroge, où est passé le serment d'Hippocrate? Les principes éthiques que les médecins doivent respecter dans leur pratique est-il bafoué aujourd'hui? Que fait le ministère de la Santé publique face à ce qu'on peut qualifier de dérive professionnelle? Impuissance ou complicité? Ces questions méritent des réponses pour éclairer l'opinion publique. Nous avons sur ce plateau des personnes bien indiquées pour répondre à ces questions. Chers invités, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Je veux commencer par ma gauche pour présenter le docteur Hissène Adanao Mahamat. Vous êtes le secrétaire général de l'Ordre des médecins du Tchad. Oui, effectivement, docteur Hissène Adanao Mahamat, gynécologue obstétricien et secrétaire général de l'Ordre national de médecins du Tchad. Okay. Vous êtes en poste à quel... Au CHU de la mère et de l'enfant de N'Djamena. D'accord. À ma droite, nous avons un représentant des patients qui est M. Rassou Gagé. Bienvenue, M. Rassou. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes là pour un bout de temps avec vous. Avez-vous déjà une expérience amère avec un médecin spécialiste? Oui, mais ça, je crois que j'ai plein de sacs avec ces expériences. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Sans problème. Alors, docteur, en attendant que le SG du ministère nous rejoigne, dites-nous un peu quel est l'état de la santé publique au Tchad au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je pense que concernant la santé publique au Tchad, j'ai dit qu'il y a une nette amélioration parce que maintenant, on a beaucoup de spécialistes et pratiquement dans tous les domaines. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le patient lambda peut voir n'importe quel spécialiste dans n'importe quel domaine. Ça, c'est déjà un progrès. Parce qu'il y a de cela 10 ans, 20 ans, c'est très difficile d'avoir tous les spécialistes dans ce pays. Mais maintenant, Dieu merci, il y a beaucoup de spécialistes pratiquement dans tous les domaines dans ce pays. Donc, il y a un progrès dans ce système de santé. D'accord. Il n'y a pas longtemps, vous avez fait un effort, je veux parler du ministère de la Santé publique en lançant ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Je pense que le Tchadien ne comprend pas beaucoup trop qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer c'est quoi la couverture santé universelle? Effectivement, la couverture santé universelle, c'est un processus qui permet à tout citoyen d'avoir le minimum de soins, même si vous n'avez pas le moyen. Ça veut dire qu'il y a des contribuables qui contribuent et cet argent sert à servir les plus démunis. Donc c'est un système qui peut arranger tout le monde et surtout la classe défavorisée. Donc les gens qui n'ont pas le moyen d'accéder aux soins, avec la couverture santé universelle, ils auront ces moyens-là d'accéder aux soins. D'accord. Qui peut bénéficier de cette santé universelle au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est tous les Tchadiens ou c'est une catégorie? Donc je pense que le système est lancé dans quelques provinces pour un début. Et effectivement, il y a beaucoup de régimes. Je pense qu'au Tchad, nous avons commencé par le régime 4, c'est le régime des plus démunis. Donc il faut qu'il y ait d'abord que les plus démunis aient accès aux soins.
Donc, peut-être que tous les pays n'ont pas commencé par le régime 4. Il y a certains pays qui ont commencé par le régime 1, c'est-à-dire les gens qui ont bien le moyen. Mais au Tchad, nous avons préconisé de commencer par le régime 4. C'est un système qui concerne les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour avoir l'accès aux soins. Donc, c'est ce système-là qu'on a commencé et je pense que ça fera du bien au secteur de la santé. D'accord. C'est donc un progrès, tel que vous le dites, ce n'est pas tous les pays qui ont mis sur pied ce système. Le Tchad est sur une bonne avancée en ce qui concerne la santé universelle, la couverture santé universelle. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Rassou, vous qui représentez les patients, je pense que la déclaration du docteur est à saluer. Donc, qu'avez-vous à dire par C'est rapport à saluer, mais de santé? la manière dont il dit, il veut que les plus démunis aient accès et maintenant, les plus démunis n'ont pas accès. C'est malheureusement, parce que vous savez, à 90% des pauvres ne peuvent même pas avoir les soins primaires. En principe. Mais le docteur dit que ça vient d'être lancé. Donc oui, ça vient d'être. Est-ce que la mort attend? Parce que maintenant, comme vous le dites, on vient à l'hôpital, tel truc, il dit qu'il a son programme là déjà chargé. Il ne peut pas, vous venez telle semaine, autre. Et entre-temps, vous clamsez. Donc le mieux, c'est quoi? On veut que ça se passe rapidement. Hein? Comme disent les Arabes, on n'a pas besoin d'attendre 72 heures, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Entre-temps, beaucoup de Tchadiens sont en train d'être décimés par la maladie. Donc on a besoin. Toute chose a un début quand même, mais pour lancer une machine, mais je pense que ça doit aller lentement. Et ça va mais ce n'est pas visible. C'est pas visible malheureusement. Parce que les Tchadiens qui ne peuvent même pas avoir 2 ou 3 repas par an, ils ne se soignent pas. C'est comme ça qu'ils sont obligés d'aller faire recours au tchoukou et autres. Mais on dit que tchoukou n'est pas bien. Mais quand quelqu'un... On dit, il y a un adage chez nous, quand quelqu'un a faim, même si c'est avec lépreux, pardonnez-moi les lépreux, avec la mort et autres, vous êtes obligés de manger. Donc ceux-là, ils n'ont pas de ressources. Ils sont obligés d'aller chez les choukou pour s'en procurer des médicaments. D'accord, ce n'était qu'une parenthèse pour planter le décor. Nous allons revenir au sujet qui concerne ce plateau aujourd'hui même, qui est la difficulté des patients à accéder aux médecins spécialistes. Docteur, nous voudrons un peu que vous nous dites quel est le cadre juridique de la création d'une clinique privée au Tchad. Parce que l'on constate aujourd'hui que ces cliniques prolifèrent dans la ville de N'Djamena surtout. Chaque médecin spécialiste qui sort, quelques 2-3 ans, il pense déjà à créer une clinique. Quel est le cadre juridique au niveau de votre ministère pour autoriser la création d'une clinique? Alors, merci, c'est une question très pertinente. Je pense que si on doit respecter les normes, pour avoir l'accès à une clinique privée, il y a un dossier qui doit être fourni au ministère de la Santé. Le ministère étudie le dossier et demande l'avis de l'Ordre national de médecins. Donc l'Ordre national de médecins doit étudier le dossier et il y a certains critères. Donc si le médecin remplit ces critères, l'Ordre doit donner le OK et après l'OK de l'Ordre, le dossier revient au ministère et c'est comme ça qu'on délivre normalement l'autorisation de fonctionnement. Donc, dans ce critère, il y a l'expérience, bien sûr. Pour un médecin qui vient de sortir, il ne peut pas. Il y a une certaine expérience qu'il faut d'abord avoir pour avoir l'accès à une clinique privée. Il y a aussi l'étude des sites. Ça veut dire si vous voulez créer une clinique privée ou un cabinet privé, il faut que ces sites soient moins desservis. Comme ça, ça aide la population pour avoir l'accès à proximité. Donc, vous ne pouvez pas créer dans un site où il y a une prolifération de cliniques. Donc, ce site-là, le respect du site est très important. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle ce que vous allez faire comme projet. Et dans ces projets, on va voir le matériel, quel matériel vous allez utiliser. Et ça, là, c'est l'avis de l'ordre. L'ordre donne un avis technique. Et c'est cet avis technique-là qui permettra au ministère de délivrer l'autorisation de fonctionnement. D'accord. Est-ce que moi, médecin, Dibolo médecin, je peux ouvrir une clinique avec rien que ma spécialité ou bien ça peut être une gamme de services ouverts? Non, ce n'est pas seulement la spécialité. Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'expérience sur le terrain. Si vous êtes médecin, vous allez servir au moins 3 années, au moins 3 ans, avant d'avoir l'accès à une clinique. Maintenant,
comme je vous l'ai dit, c'est compte tenu d'abord de votre spécialité. Si on n'a pas beaucoup de cliniques spécialisées en rhumatologie, par exemple, vous êtes rhumatologue, vous voulez offrir le soin à la population, et on peut vous accompagner. On peut vous accompagner, mais il faut remplir les critères. Ça veut dire avoir un minimum de 3 ans d'expérience. Et si vous avez 3 ans d'expérience, vous avez établi un projet et que le projet répond aux normes, je pense que vous avez la possibilité de faire votre clinique privée. D'accord. Dans ce cas, si un médecin est autorisé à avoir sa clinique, comment il va faire pour concilier ses heures de travail officielles au niveau de l'État et dans sa clinique? Est-ce qu'il doit demeurer fonctionnaire ou il doit prendre une mise en disponibilité? Que dit la loi chez nous au Tchad par rapport à cette situation? En fait, par rapport à... C'est une question très pertinente. Par rapport à cette question, je pense que le privé ne se fait pas seulement au Tchad, ça se fait partout ailleurs dans le monde. Il y a les heures pour quelqu'un qui est fonctionnaire, qui est engagé à l'État, il y a les heures de l'administration publique. Ça veut dire qu'il y a des heures à respecter au niveau du travail de l'État. Vous ne pouvez pas utiliser ces heures-là pour aller faire votre consultation privée. Ça ne rime pas, ce n'est pas normal. Les heures de l'État sont à respecter. Maintenant, au-delà des heures du travail, mais bien sûr, vous êtes libre d'aller consulter dans votre clinique privée. C'est comme les fonctionnaires qui se retrouvent, par exemple, dans les auberges, dans le bar, pour un médecin qui est consciencieux et qui voulait utiliser cette heure libre là pour soigner la population, je ne vois pas d'inconvénient. Mais c'est un avantage pour l'État parce que dans tous les pays du monde, c'est le secteur privé qui donne la force au secteur de soins. Vous voyez les Tchadiens qui prennent des avions pour aller dans les pays, c'est pour aller dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. Donc je ne pense pas qu'il y a un inconvénient pour un médecin de respecter d'abord ses heures du travail normales et au-delà des heures de travail, ses heures libres, ses week-ends, il peut travailler en privé. Ça, au Tchad, c'est permis. Ce n'est pas... Moi, je pense que en Afrique, le seul pays qui avait demandé à ce que les médecins choisissent entre le public et le privé, c'est le Bénin. L'exemple du Bénin, le Bénin, il y a plein de médecins, ils ont trop de spécialistes. C'est ce qui fait qu'ils se disent que, bon, maintenant, comme on a trop de spécialistes, il faut que les spécialistes choisissent entre le public et le privé. Mais malgré qu'ils ont plus de spécialistes, moi, je me suis rendu compte qu'il y a un confrère qui m'a dit, dans la ville de Porto-Novo, par exemple, il y a 3 gynécologues qui ont l'air clinique. Et quand on les a demandé de choisir entre le public et le privé, effectivement, ils ont choisi les privés. Mais quand ils ont choisi les privés, le CHU de Porto-Novo s'est retrouvé sans gynécologue. C'est ce qui fait qu'encore, ils sont obligés de les contractualiser. Donc, ces gens-là, ils ont encore eu des contrats avec l'hôpital. Donc, je pense qu'au Tchad, on n'est pas encore à une autosuffisance de médecins pour demander aux gens de choisir entre le public et le privé. Peut-être que ça viendra avec le temps. Mais à l'instant T où nous sommes, ce qu'il faut faire, c'est que l'inspection du ministère doit faire son travail. Et il faut que l'inspection du ministère ait le moyen de faire son travail. Comme ça, tous les médecins doivent respecter les horaires du travail. Maintenant, en dehors des horaires du travail, ils sont libres de consulter en privé. D'accord. Je vois que M. Rassou veut réagir. Alors, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les patients quant à l'accès à un médecin spécialiste? Oui, comme il le dit maintenant, sur le terrain, on voit qu'il y a un basculement total. Parce que, comme vous dites, normalement, on commence à 7h jusqu'à 15h30. Ça, c'est nos horaires. Et eux, ils viennent peut-être à 8h, 9h, ou trop, ils peuvent rester jusqu'à 13h. Sinon, disons, si vous voulez, allez-y dans ma clinique. Et vous savez, dans la clinique, ce n'est pas tout le monde. Et ça c'est pour l'État où même le prix, là, je crois qu'il faut vraiment casser. Parce que le Tchadien, même manger à sa faim, c'est un problème. Les soins, vous savez, quelquefois, c'est des examens que ça vous donne même un AVC. Pardonnez-moi, quoi, parce que chez vous, quand on vous dit ça, parce que c'est une maladie. Comment les examens peuvent encore... Non, mais parce que beaucoup d'argent, vous n'avez pas là. Ah, si je vous raconte une anecdote, quelqu'un, il est venu. Et ça, quand on cassait les trucs c'est une anecdote que je raconte par rapport à ça. Quelqu'un est venu, il a trouvé que la mairie badigeonnait le truc pour faire le pavé. Il est venu, il dit bête casserole, il est tombé. Après, on l'amène à la maison, on dit que non, on l'amène à l'hôpital, on l'a réalimenté, comme ça il est devenu, ces enfants-là,
lui disent encore, Abba, bête dama kasoroda, Antoine de Lebas Hachen, nous adorons. Gourousouen, là, il est encore retombé dans. Donc vous voyez, c'est ça, j'ai dit que ça donne des appels. On vous donne un prix, vous pouvez pas supporter, vous pouvez rien faire. Donc il faut faire. Le gouvernement connaît notre situation, connaît la situation. Oui, parce que je sais que même nos médecins vivent dans des situations difficiles. Mais on doit les améliorer. Parce que dans une république, dans un pays, quand il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas santé, il n'y a pas un pays. Donc il faut mettre des trucs. On voit déjà circuler avec de gros cylindres, des médecins à pied, même pas un ordinateur. Vous savez, ailleurs, là, il y a des recyclages qui se font pour les médecins, les spécialistes, tout le temps, on a des envois ailleurs pour 6 mois, 3 mois, ils doivent aller. Mais ici, là, quand vous, comme celui-là, je ne sais pas s'il a eu la chance encore de sortir, se faire recycler, mais sinon, il va rester comme ça. Peut-être qu'il a une clinique, il se débrouille là. Et là, je ne pense pas qu'il ait une clinique. Non, mais je ne crois pas, ou bien, docteur. Non, c'est effectivement, j'ai ma clinique. D'accord, ok. Voilà, mais maintenant, le souci, c'est que beaucoup de patients se plaignent d'accéder aux médecins spécialistes dans les hôpitaux publics. Ma question est, est-ce que vous avez une telle expérience que vous pouvez un peu partager? Oui, mais un jour, j'ai une belle-sœur qui était malade. J'étais parti à Oualé, elle était malade. Et vous savez, sa maman n'avait pas de moyens. Je suis obligé de la prendre comme ça. Il l'a amenée. Je croyais qu'elle avait un problème de BK et autres. Je l'ai amenée chez le spécialiste. Il est le professeur M. Gakoutou. Il nous a dit que non, ça c'est un problème de cœur. Il faut qu'on envoie directement chez le cardiologue. Le cardiologue vient là. Il dit que dans cet état, il dit que non, ou on va dans sa clinique, ou on va dans le truc. La chose là, c'est quoi? Et entre-temps, j'ai appelé Maître Mass. J'ai dit, mais est-ce que vous avez le contact du professeur Mounoui? C'est comme ça qu'il m'a donné. On est parti. Il a donné des soins. Et la vie a survécu jusqu'à 2-3 ans. Il dit que non, son cœur s'est à opérer. Et malheureusement, vous savez, ici, les plateaux techniques ne permettent pas aux gens de faire. Sinon, on devrait avoir beaucoup de spécialistes dans les provinces. Et tout est centralisé ici. Ça, c'est un problème. Le cas de traumatisme, il faut venir ici. Le Tchad a des moyens qu'on peut vraiment mettre les médecins à l'aise, leur donner la possibilité pour qu'on donne 1 million et quelques aux généraux, les médecins et les enseignants. Je me rends plutôt compte que vous faites l'avocat de médecin. Non, mais c'est parce que c'est eux qui s'occupent de notre vie. Ils s'occupent de notre vie. D'accord. Ils s'occupent de notre vie. Là, il faut connaître ça. Même le général, s'il est blessé, là, c'est le médecin là, qui va le sauver la vie. Donc, il faut qu'on les paie aussi bien. Il faut qu'ils profitent aussi de certains privilèges. Parce que toute la nuit, les gens sont dans le truc. Ça, c'est un aspect sur lequel on va revenir, docteur. Tel que M. Rassou est en train d'expliquer, est-ce qu'il est normal qu'un spécialiste réagisse de cette manière? Un malade qu'on amène, il demande plutôt qu'on ramène. Qu'est-ce que vous, en tant que EG de l'ordre de médecin, quelle pourrait être la réaction de l'ordre de médecin face à une telle situation? Je pense que c'est déplorable ce que monsieur vient de dire. Je pense que le non-assistance en personne en danger en tant que médecin, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, quelqu'un qui est là aux heures du travail, il est malade, le médecin est disponible. Normalement, vous avez l'obligation de les soigner. Vous avez l'obligation de les soigner. Et donc, je pense que c'est pas normal qu'un médecin, on vienne te voir aux heures de travail et dire que je ne les reçois pas ici. Non, peut-être que vous avez en médecine, il y a l'obligation des moyens. Il y a l'obligation des moyens. Peut-être que le médecin n'a pas certaines, comme le monsieur vient de le dire, il n'a pas certaines matériels suffisants en public, en privé. Donc, c'est pas la même chose peut-être. Il lui reste certains appareils, certaines machines pour faire le diagnostic, pour avoir un diagnostic de certitude. Peut-être qu'il va dire qu'à tel examen, ça n'existe pas ici, le plateau technique ne le permet pas. Donc, je vais faire le minimum ici, mais ça, il me faut ça pour confirmer ou infirmer un diagnostic. Et ça, c'est disponible que dans telle ou telle clinique privée. Parce que le secteur privé, dans tout le monde, c'est le secteur qui est bien développé et qui ont beaucoup de matériel. Et en médecine, il y a l'obligation des moyens, comme il l'a dit. Vous ne pouvez pas faire certains trucs tant que vous n'avez pas telle chose.
Donc cette obligation des moyens-là, c'est vrai que l'État investisse, mais il faut que l'État investisse encore beaucoup plus pour rendre les plateaux techniques performants. Et quand les plateaux techniques sont performants, je pense que la prise en charge est totale. C'est vrai que je vais vous donner un exemple très simple concernant la gratuité des soins. La césarienne s'est fait gratuitement aujourd'hui au Tchad, mais pas dans tout le pays. Partez au Cameroun, ici, si vous n'avez pas de l'argent, vous allez mourir. Hein. Les gens ne vont pas vous prendre en charge gratuitement. Or, tout ce qui est urgence, au Tchad, par exemple, si la population est déjà diminuée, si on met encore un tarif exponentiel, les gens ne peuvent pas payer. Imaginez-vous à 2h ou 3h du matin, vous accompagnez votre femme pour un travail d'accouchement, elle va, les médecins indiquent une césarienne. Si on doit vous donner l'ordonnance, comme mon collègue vient de le dire, pour acheter le médicament à 2h ou 3h du matin avant que votre femme ne soit opérée, si on vous donne le quitus d'aller payer à la caisse une césarienne, le minimum c'est 100 000 francs. Et vous voyez, le coût moyen du Tchadien n'est pas à l'abri de ça. Donc, la bonne chose, c'est que l'État a mis tout ça gratuitement. Donc, si vous amenez, on pose l'indication pour ce qui est urgent, c'est gratuit. Maintenant, les gens ne comprennent pas aussi. Pour moi, je viens, Madame X, là, on l'a pris gratuitement, on l'a opéré, et ma femme Y, on me demande de payer, ça devient un problème. Alors que l'urgence, c'est le médecin qui définit l'urgence. Donc, un médecin normal doit bien définir l'urgence. Mais peut-être qu'il y a aussi certaines affinités. C'est ce qui choque la population, par exemple. Si ma femme, et c'est un utérus bicicatriciel, elle est en travail, je paye alors que l'autre ne paye pas, ça devient un problème. Donc, je pense que, et pour ça, l'ordre a beaucoup de rôles à jouer. Et je vous avoue que l'ordre a été créé depuis 1991. Mais c'est une ordonnance créant l'ordre. Mais cette ordonnance ne donne pas le pouvoir à l'ordre. Donc actuellement, il y a une équipe dynamique qui est là. On est en train d'essayer de faire les choses pour que l'ordre ait ce pouvoir-là. Ce pouvoir d'abord d'inspecter les cliniques privées, voir la tarification, comme il l'a dit. Vous partez, on va vous dire de payer 60 000 francs, vous n'avez pas les moyens. Donc c'est le rôle régalien de l'ordre. On doit avoir ce pouvoir-là d'inspecter toutes les cliniques privées, comme les hôpitaux. La deuxième des choses, c'est de voir quels sont les gens qui travaillent dans ces cliniques. La troisième des choses, c'est de contrôler comment sont créées ces cliniques. Ça fait partie du pouvoir régalien de l'ordre. Maintenant, pour avoir ça, il faut avoir certaines normes juridiques. Alors, c'est ces normes juridiques-là qu'on est en train de forcer pour avoir ça. Je pense qu'on est parti déjà, on a vu le président de l'Assemblée nationale, quand on lui a expliqué les problèmes. Vraiment, il a promis de nous aider. On est parti voir le Premier ministre qui est partant. Il a dit vraiment, il faut qu'on donne le pouvoir à l'ordre pour que l'ordre puisse faire son travail normalement. Parce que l'ordre est le seul garant des activités des soins sanitaires. C'est le premier conseil du ministère de la Santé. Donc, si l'ordre a ce pouvoir régalien-là de contrôler les prix, de contrôler quels sont les médecins qui travaillent dans toutes ces structures, de contrôler comment ces structures sont créées, je pense que les Tchadiens auront quand même le minimum des soins. Voilà. D'accord. Docteur, en écoutant votre explication, est-ce que quelquefois les patients n'accusent pas aussi à tort les médecins pour certaines décisions prises, telles que vous venez de l'expliquer? Est-ce que le médecin, il n'a pas trop de temps pour expliquer les détails au patient quand il voit que le plateau technique, là où il est, ne lui permet pas de prendre en charge, et simplement en connaissant sa clinique, en envoyant le patient d'aller là-bas, est-ce que ce n'est pas une manière de dire qu'ici, je ne peux pas te prendre en charge, là-bas, ce serait mieux? Maintenant, est-ce que vous, en tant que technicien, est-ce que dans toutes les spécialités, dans les formations sanitaires publiques, est-ce qu'on a ce qui est nécessaire pour permettre au médecin de faire normalement son travail? Prenons votre cas à vous. Bon, moi je pense que pour les gynécologues, quand même, Dieu merci, les gynécologues, ce n'est pas quelqu'un qui demande beaucoup de matériel pour travailler. Le moyen le plus important, c'est l'échographie, c'est le scanner. Dieu merci, pour ça on en avait. Mais je prends par exemple certaines spécialités, comme l'a dit la cardiologie, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Peut-être que si on peut demander une imagerie par résonance magnétique, l'IRM, peut-être que ça n'existe pas au Tchad. Et ça fait défaut. Mais certaines spécialités, vraiment, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas tout le plateau technique adéquat.
mais la plupart de certaines des spécialités ont quand même le minimum pour travailler. Vous savez, comme je vous l'ai dit, en médecine, il y a l'obligation des moyens. C'est comme les téléphonies mobiles. Il y a les choses qui se créent chaque année. Comme l'a dit, il y a les mises à jour d'abord de médecins. Il faut que le médecin voyage. Il faut que le médecin ait le nouveau protocole. Ensuite, il faut aussi faire les mises à jour des matériels. Vous créez un hôpital, vous l'équipez. Pendant 10 ans, vous êtes obligé de changer les choses. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que vous utilisez, par exemple, c'est l'échographie 3D. Maintenant, les gens sont en 5D. Avec les 3D, pour quelqu'un qui vient d'être formé dans le 5D, il a des problèmes pour utiliser cet appareil. Donc, voilà les problèmes qui se créent. Et si le secteur privé est très bien développé, je pense que ça peut aussi pallier à un problème de santé. Il ne faut pas que les gens voient qu'il y a une concurrence. Non. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne faut pas que le médecin travaille en dehors pendant les heures de travail dans l'aire clinique. Ça, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Mais si le secteur privé est bien conduit, ça peut aider au secteur public à sauver des gens. Par exemple, si vous n'avez pas d'appareil dans le public, s'il y a un secteur privé qui a développé ces appareils-là, vous pouvez envoyer le malade. Dans les autres pays, vous allez voir, les gens prennent le patient dans l'ambulance d'un hôpital public pour aller vers une imagerie par résonance magnétique dans le privé, faire les examens et revenir hospitaliser le malade. Donc il y a cette collaboration-là. J'ai une expérience dans un pays voisin que je ne voudrais pas citer, qui a une imagerie médicale qui s'appelle Sim Angelica. Or, Angelica, c'est le nom de la propriétaire. C'est un individu qui dispose de cette imagerie, alors que vous venez de dire qu'ici, chez nous au Tchad, on n'en dispose pas. Voilà. Monsieur Rassou évoquait quelque part aussi la question de répartition des médecins. Surtout votre spécialité, la gynécologie, concerne beaucoup les femmes rurales. Comment évaluez-vous un peu la répartition de gynécologues sur l'étendue du territoire national chez nous? Ok, merci. Ça, c'est une question aussi très pertinente. Moi, je pense que actuellement, on peut remercier le bon Dieu parce qu'on a commencé à former les gynécologues sur place ici. Et depuis qu'on a commencé le 2S de gynécologie sur place, on a eu à déployer les gynécologues un peu partout dans le territoire national. Parce qu'il y a de cela 5 ans ou 10 ans, vous partez dans une ville comme Abéché, vous n'allez pas trouver un gynécologue. Aujourd'hui, il y en a 3. Vous allez partir dans une ville comme Moundou, vous allez trouver peut-être un seul gynécologue. Actuellement, il y en a 5. Vous allez partir à Doba, il n'y a pas de gynécologue. Actuellement, il y a à Doba, il y a à Laye, il y a à Bongor, il y a à Mao. Toutes ces provinces-là ont des gynécologues parce que la spécialisation s'est faite sur place ici. Et les gynécologues qui sortent, on leur propose cette répartition-là. Mais moi, je vais aller au-delà en tant que secrétaire général de l'Ordre national des médecins. Je pense qu'il faut motiver les gens. Il faut avoir cette motivation-là de dire que quand vous travaillez dans une zone un peu hostile, qu'on vous crée les conditions pour travailler dans cette zone. Est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi qui justifie la création de formations sanitaires privées par les médecins spécialistes? Est-ce que ça ne se justifie pas un peu par le manque Effectivement, il y a ce manque-là. Par exemple, un jeune gynéco qui vient de finir, si vous lui proposez par exemple de l'affecter en province, mais vous l'accompagnez. En l'affectant en province, d'abord, vous réglez son problème de logement. Il est seul spécialiste dans les provinces, il ne faut pas qu'il reste au quartier avec les gens. Donc, au lieu qu'un administrateur, parce qu'il est administrateur, il est directeur d'un hôpital, il n'est même pas médecin, il occupe le villa, c'est nécessaire de mettre le médecin dans ce villa-là. Parce que lui, au moins, à 2h, 3h du matin, il peut se lever et faire une césarienne en urgence. Mais si le médecin, les spécialistes, là, se trouvent dans le quartier, alors qu'il y a un administrateur qui a Bac plus 2, alors que vous avez Bac plus 14, vous vous sentez frustré. Pourquoi moi qui soigne les gens, qui opère, qui est le plus gradé, je me retrouve dans le quartier pendant que l'autre, c'est un administrateur, il a Bac plus 2, c'est parce qu'il est directeur d'un hôpital, il occupe le logement avec... Ça démotive les... Et dans ce sens, je pense que l'ordre doit faire aussi ce travail. Si on a ce pouvoir, l'ordre va descendre dans toutes les provinces pour voir et régler ces problèmes. Il faut que le médecin spécialiste qui ont eu le courage d'aller travailler en province, il faut qu'on leur crée les conditions, le minimum de conditions. Il faut qu'il soit avoir peut-être des primes spécifiques à l'hôpital pour les encourager à travailler. Il faut faciliter leur logement, il faut faciliter leur déplacement et ça encourage. Justement, pour un peu vous appuyer avant de préparer cette émission, je me suis évertué à comparer un peu le traitement d'un médecin tchadien dans la sous-région. J'ai vu qu'au Niger,
les médecins sont mieux payés qu'au Tchad. Et au Sénégal, c'est presque le double de ce que gagne un médecin tchadien. Que fait le ministère pour un peu résoudre cette question? Parce que cela contribue aussi à la bonne prise en charge des patients, comme décrit aujourd'hui sur ce plateau. Je pense que ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a le syndicat national de médecins du Tchad qui est en train de faire ce travail pour avoir le statut particulier du médecin. Il faut que le médecin ait un statut particulier. Ça encourage le médecin. Si vous avez aujourd'hui des médecins qui sont à l'étranger, qui ne reviennent plus, qui partent pour leur spécialité, ils sont spécialisés, ils ne reviennent plus parce que les conditions ne sont pas optimum. Et un médecin, par exemple, spécialiste qui va en France, il travaille en tant qu'interne. Peut-être qu'il gagne 3 millions, 4 millions par mois. Mais quand il revient ici, je vous dis qu'il n'y a pas de différence salariale entre un médecin généraliste et un médecin spécialiste. Peut-être c'est 10 000 francs. Imaginez-vous, vous finissez votre doctorat, vous avez 7 ans, vous partez pour une spécialité, vous faites 5 ans, vous revenez, on vous ajoute 10 000 francs dans votre salaire. Ce n'est pas normal. Donc je pense que ça démotive. C'est ce qui fait que les médecins ne font plus le reclassement. Un médecin qui finit, est spécialiste, et revient quand on lui dit la différence entre ce qu'il doit gagner comme spécialiste et comme généraliste, c'est 10 000 francs. Et je pense que pour faire le paperasse et avoir ces 10 000 francs-là, ça décourage même. Donc les gens laissent tomber. Donc si vous remarquez à la fonction publique, la plupart des médecins n'ont même pas fait le reclassement parce que ça ne les arrange pas. Or, normalement, il faut encourager la spécialisation dans le pays. Pour encourager la spécialisation, il faut faire une différence de salaire. Absolument. Dire que si le médecin généraliste gagne 500 000, il faut que le spécialiste gagne 750 000. Cette différence-là encourage le jeune à aller se faire spécialiser. Mais quand un jeune sort et il vous pose la question, mais vous, en tant que spécialiste, là, vous gagnez combien? S'il écoute ce que vous gagnez, je pense qu'il n'aura pas la volonté d'aller faire la spécialité, si ce n'est pas venir s'installer en privé. Alors, M. Rassou, tel qu'a expliqué le docteur, est-ce que les médecins n'ont pas raison de créer leur structure privée? Parce qu'il ne peut pas mettre, rien que pour sa formation en tant que médecin, 7 ans, ou bien pour sa spécialité, 10 ans pour venir même et plus. Ne pas répondre à ses besoins, alors que toute la famille compte sur lui. Si vous permettez, je vous raconte une anecdote. Nous, quand nous étions au Nigeria, en 4e année déjà, les étudiants sont véhiculés. Et regardez ici dans quelles conditions. Même pas une moto, même pas un vélo. Quel étudiant? Au Nigeria, au Nigeria. 4e année déjà, ils sont véhiculés au Nigeria. Quand nous étions là-bas, déjà, étudiants en médecine, 4e année, là, ils sont véhiculés. Ici, les médecins, même spécialistes, généralistes à pied. Quelquefois, il faut entrer dans le bus ou dans quelles conditions. L'État doit les payer comme les généraux, bombarder 2 millions. Et ils doivent aussi, voitures de médecins, là, ils doivent aussi libre circulation comme les généraux. Des gens qui sauvent notre vie. Et on est là, ils s'occupent toute la nuit, là, ils s'occupent de nous. C'est vrai qu'ils assurent aussi la sécurité, mais eux, là, sans eux, ta sécurité là, sanitaire, là, s'il n'y a pas ça, là, tu n'as pas aussi une vie. Donc il faut aussi qu'on essaie de s'occuper d'eux. Mais c'est vrai, il y a des ratés, il y a des ceci, mais il le faut. Et de l'autre, je voudrais interpeller le docteur en tant que spécialiste et autres. Il a dit maintenant dans vos hôpitaux, il y a des choses, les jeunes infirmiers autres là, ils se comportent mal envers les patients. C'est ce qui est vraiment... Ils sont là en train de manipuler les trucs. Tu es même malade, ils ne s'occupent pas d'eux. Donc il faut vraiment les aider. Comme vous le dites, là, après les horaires, après leurs horaires, ils peuvent s'amuser, jeter, faire quoi avec, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est l'heure de travail, ils doivent s'occuper que des malades. Mais ce n'est pas le cas. Vous leur dites, ils s'en fichent. Alors que c'est la vie humaine. Parce que quelqu'un est malade, parce qu'il il est en danger. Donc il est en danger, il a besoin de soins. Mais on est là, ils manipulent que le téléphone, le ceci, ça vraiment, il faut que cela cesse. Il faut qu'on respecte quand même les malades. Et bien, c'est grâce à eux que vous êtes à l'hôpital. Si les malades ne venaient pas là, que vous-même, vous aurez des problèmes à l'hôpital. Donc c'est comme ça. Donc il faut qu'il y ait vraiment accueil là. L'accueil chez nous là, ça n'existe pas. Et quelquefois tu viens, tu te fais engueuler par un médecin ou un infirmier. Ça c'est pas la bonne méthode. Quelqu'un est malade, il faut les cajoler, le doleter, même s'il est à 1 ou 2 secondes de sa mort. Il faut amener que la vie là est bonne.
Il faut... Mais ce n'est pas le Moi, cas. je pense que ce que vous relevez, quelquefois, les médecins eux-mêmes ne sont pas au courant de ce qui se passe dehors pendant qu'ils sont dedans. Et là aussi, je ne sais pas qu'est-ce que le médecin peut faire à ce niveau, parce que les infirmiers, ils ont aussi leur corporation, leur structure. Et je ne sais pas. Mais pour revenir à un peu la question de cherté ou de soins dans les Oui, mais c'est ça tel que les gens vous venez de l'expliquer. sont... Le docteur venait de vous dire, quand un médecin crée sa formation sanitaire, les appareils médicaux ne sont pas aussi moins chers que cela. Non, ça c'est bon. Il a investi de l'argent pour, bien sûr, rendre service. Est-ce que ce n'est pas normal qu'ils mettent ça. Et l'État n'a qu'à... Qui doit un peu revenir aux consommables qu'ils utilisent, penser au renouvellement des appareils. Du moment où dans le public, il n'y en a pas, lui, en tant qu'individu, a fait cet effort pour avoir cette machine. Ça aussi, il faudrait que les patients le comprennent. Oui, c'est comme ça, les appareils coûtent cher. Ça, on n'en disconvient pas. Mais l'État peut participer. Parce que l'État sait que c'est ça. L'État peut au moins donner 75 ou 50%. Du moment où il n'a pas pu acquérir cet appareil pour ses hôpitaux publics, non, c'est-à-dire l'État peut aider le patient. Regardez le cas de fracture. Regardez, il y a sur amputation. Quelqu'un vient parce qu'il faut aller là, il faut payer 400 000, 500 000. Il est obligé d'aller chez les rebouteux. On t'attache comme un bœuf. Après, c'est en plein. La main là comme ça. Et c'est ça. Parce qu'il n'y a pas possibilité. C'est vrai, il y a ceux qui font un bon travail, mais le reste là, c'est n'importe quoi. Beaucoup de jeunes, on les a amputés la jambe parce qu'ils n'ont pas eu de soins. Donc l'État doit s'occuper de la santé de sa population. Docteur, je vois que vous voulez réagir. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Je pense qu'avec la CESU, le régime 4, beaucoup de ces problèmes seront résolus parce que l'assurance maladie ne concerne pas seulement les hôpitaux publics, ça concerne effectivement certaines cliniques privées. D'accord. Donc, ils vont faire le consensus avec des cliniques privées et que le malade peut avoir aussi accès, un malade démuni peut avoir aussi accès à une clinique privée. Donc, il y aura certaines cliniques privées, effectivement, parce que peut-être que les moyens qu'ils en ont, certains hôpitaux n'en ont pas. Donc, ces malades doivent avoir dans le régime 4 l'accès aussi. Il y aura des conventions avec certaines cliniques privées et le malade peut avoir l'accès à ces soins-là dans les cliniques privées. Mais ce que j'aimerais effectivement aborder comme question, le problème de l'accueil, effectivement, ça pose problème dans notre pays. Ça pose problème énormément dans notre pays parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'éthique médicale. Peut-être que dans les formations, là où on forme les infirmiers, dans certaines écoles, il y a une prolifération des cliniques, mais il y a aussi une prolifération des écoles privées de santé. Et dans ces écoles de santé-là, est-ce que les gens enseignent l'éthique médicale parce que le malade, c'est quelqu'un qui vient, qui a des problèmes et qui est venu se confier à vous. Oui. Donc, rien qu'en l'assurant, en lui bien parlant, ça fait 75% du traitement. Si vous parlez bien à un malade, vous l'avez guéri déjà à 75%. C'est comme vous avez dit. Psychologiquement, c'est comme vous avez dit. Dans les structures privées, quand les gens partent, le fait de les accueillir bien, de leur parler bien, peut-être qu'ils sont guéris déjà à 75%. Donc, normalement, ça doit se faire dans les hôpitaux publics. Il faut qu'il y ait un service d'accueil. Quand vous accueillez bien le malade, même si quoi que ça se passe, je pense que les gens vont comprendre. Moi, j'ai une expérience quand j'étais venu tout jeune, ça fait 10 ans, à l'hôpital de la mère et de l'enfant. On me disait que les gens sont réticents pour accepter la césarienne. Quand vous dites à un Tchadien qu'on va l'opérer, c'est comme vous le diminuez des moitiés. Donc, c'est très difficile que les gens acceptent facilement d'être opérés. Mais quand j'avais commencé, je sentais tout de suite qu'il y a un problème de communication. Donc, quand vous appelez le mari, vous lui dites clairement que là, l'enfant est en train de souffrir. C'est un problème de vie ou de mort. Dans les secondes qui suivent, si on n'intervient pas, peut-être que l'enfant va mourir. Même si cet enfant-là, il ne meurt pas, il va sortir avec un mauvais score d'Apgar et que cet enfant-là va être un bébé légume. Il ne fera rien dans la vie. Il ne sera pas intelligent parce qu'il a fait une souffrance fétale. Je pense que tout être humain va comprendre ça. Et facilement, les gens acceptent l'intervention. Donc, il y a un problème de communication. Donc, ce problème de communication-là, il faut lever le problème de communication. Il y a un autre problème encore que j'aimerais partager dans ce plateau, et ça, c'est crucial, et c'est ce qui augmente même la mortalité de femmes dans notre pays, c'est le problème de consentement. Vous savez, ailleurs, quand vous franchissez la porte de l'hôpital, vous entrez dans l'hôpital, c'est que vous êtes consentant.
Le médecin peut faire tout ce qui est bien pour vous. Mais ici, dans notre pays, il y a une fiche qu'on appelle la fiche de consentement. Ça veut dire que tant que cette fiche-là n'est pas signée, vous ne pouvez pas opérer la personne. C'est-à-dire par le parent de par le patient. parent. Non, ça- Et vous savez qu'au Tchad, la personne qui doit signer cette fiche n'est pas toujours présente. On va vous dire que non, il est quelque part là, il faut qu'on l'attend. Si lui là, il ne signe pas, vous ne pouvez pas. Si vous opérez, quelque chose se passe, on va vous poursuivre en justice. Et les médecins ont peur. Parce qu'il faut attendre cette fiche. Or, malheureusement, par exemple, en obstétrique, les secondes comptent. Vous attendez cette fiche de consentement, la femme va faire rupture utérine, le bébé va mourir, elle-même, elle va mourir. Docteur, sans vous couper, est-ce qu'à ce niveau, le ministère ne peut pas proposer un projet de loi pour que ça soit légiféré pour sauver des vies? Je pense que par plusieurs fois, tant qu'on a l'occasion de parler de cette fiche de consentement, on le parle parce que ça fait partie du... Il y a 3 retards dans la prise en charge dans tout le pays du monde. Mais au Tchad, il y a un 4e retard. Le 4e retard, c'est cette malheureuse fiche de consentement. Nous, dernièrement, qu'est-ce qu'on a pris comme décision? On a l'aval du procureur de la République. Voilà. Si vous refusez, nous, on intervient. Moi, je me rappelle à ma dernière garde, j'ai reçu une dame rupture utérine. Ça veut dire l'enfant est déjà mort, il est dans le ventre, il a déchiré l'utérus. La femme est en train de gaspiller, elle est en train de mourir. Et quand on avait dit qu'on va l'opérer, le mari a catégoriquement refusé. Il a dit que non, lui, même si sa femme doit mourir, on ne peut pas la toucher. On lui a expliqué de long en large. Moi, j'ai mis 15 minutes pour lui expliquer le danger que la femme est en train d'encourir. J'ai dit, même si on l'amène au bloc, ce n'est pas sûr de la sauver. Comme vous le dites, chaque minute compte Chaque pour minute un cas compte. pareil. Mais le mari était catégorique. Il dit que non, lui, il ne veut pas accepter l'opération. On lui a dit que quand il vient ici, là, on va opérer ça. Mais j'ai dit, monsieur, on ne vous a pas demandé de l'argent. L'État a mis tout gratuitement. Les kits opératoires, le médecin qui opère, tout ça, c'est à la charge de l'État. Vous voulez seulement signer cette fiche-là. Vous ne voulez pas. Il dit qu'il ne signe pas la fiche de consentement. Je suis obligé de prendre la femme. J'ai dit, je vais l'opérer. Si elle décède, je vais m'expliquer devant le tribunal. Si elle ne décède pas, je vais lui sauver la vie et puis je vais voir le mari. Donc, j'étais rentré au bloc. Au moment où j'étais en train d'opérer, il y a l'infirmier du bloc qui vient de me dire que le mari l'a appelé, ses frères, ils sont en train de se concerter, qu'il n'est pas d'accord qu'on prend sa femme, cette urgence-là, la nuit-là, comme ça, on l'opère là, il n'est pas d'accord. Donc, quand j'ai fini l'intervention, Dieu merci, la femme est sauvée. Le bébé, lui, il est déjà mort depuis, il est dans le ventre, il a rupture utérus. Mais on a pu sauver la maman. Et en sortant du bloc, c'était vers minuit. Et le monsieur, il m'a suivi quand je partais au bureau. Il m'a dit, comment va madame? J'ai dit, non, je vais finir de prier, je vais vous ramener, vous allez voir votre femme. Maintenant, ça va, elle est stable. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me remercier. Il dit, ah, docteur, je vous remercie parce qu'après là, j'ai vu que... J'ai dit, mais monsieur, vous pensez qu'à à minuit, je suis en train d'opérer. Ça me fait plaisir d'opérer quelqu'un à minuit, mais c'est une urgence. Donc, il s'est excusé. Il dit vraiment, moi, je n'ai pas compris. Mais après, on m'a expliqué que oui. J'ai dit non. Si l'État a mis les moyens, si l'État a mis des médecins de garde pour opérer la nuit, c'est pour vous sauver la vie. Ce n'est pas pour anéantir à la population qu'on met une équipe de garde. Il faut comprendre que ça coûte à l'État. Et on ne vous a pas demandé de l'argent. On ne vous a pas demandé d'aller payer quelque chose. Juste un avis. Juste un avis. Pour avoir cet avis-là, je vous dis, il y a une tracasserie. Donc je pense que dans notre plateau, il faut qu'on informe les gens qu'il ne faut pas qu'ils soient réticents quand ils viennent à l'hôpital. Et il faut que l'État prenne des décisions que quand quelqu'un franchit, il entre à l'hôpital, il est consentant. Si vous n'êtes pas consentant, restez chez vous. Dès que vous arrivez à l'hôpital, laissez le médecin travailler. C'est ce qu'on demande. Alors, M. Rassou, est-ce que quelquefois, en écoutant l'explication du docteur, les patients sont un peu trop exigeants à tort envers les médecins? Le tort, c'est aux médecins. Parce qu'il peut parler en arabe, en d'autres langues, pour que les gens comprennent. La communication, ce que nous faisons là, ceux qui ont la chance d'avoir un petit téléviseur, ils suivent, ça fait déjà une sensibilisation. Pourquoi quelle est la responsabilité, le tort du médecin à ce niveau? Si déjà, le cas qu'il a expliqué, si le monsieur même dit qu'on ne peut pas opérer sa femme à l'heure-ci, et le médecin, qu'est-ce qu'il fait à 2 heures du matin? Lui aussi, il a besoin de repos. Il faut sensibiliser, l'homme là, il faut sensibiliser. Il faut chercher à lui expliquer, au fond. Parce que certaines personnes... Mais il y a des radios communautaires et associatives, dont avec leurs syndicats... Mais ce n'est pas au médecin de faire ça. Lui, il s'occupe de son patient là, dans ça. Oui, c'est que vous faites... On a perdu une voisine comme ça. Elle était à l'hôpital, on l'a ramenée à la maison parce qu'on voulait faire l'autre césarienne.
Après, elle appelait son mari. Elle dit que, est-ce que tu ne sais pas que je suis en train de mourir? Elle appelle ses enfants. Est-ce que vous ne savez pas que je suis en train de mourir? Mais le monsieur là, elle est morte. Maintenant même, il est sans épouse. Qui est le grand perdant? Nous les voisins, on a dit non. Il faut amener votre épouse là, à l'hôpital. Parce que son état là. Il dit non, l'opération. Mais eux, les techniciens, ils peuvent expliquer dans le dialecte que les gens peuvent comprendre. Donc c'est ça leur torture. Non? Il faut expliquer toute chose là, ça demande d'explication. Il y a des gens qui peuvent comprendre, comme son cas, l'exemple qu'il vient de citer. Donc il faut expliquer aux gens. Parce que certaines personnes, ils ont besoin d'explications, parce qu'eux, ils sont les techniciens. Mais si le juriste ne vient pour vous expliquer ce qui se passe à la justice, comment vous allez comprendre? Justice, là, je préfère régler au commissaire. Si le communicateur, il ne vient pour vous expliquer comment ça se passe. Donc le problème, c'est le problème de eux, les spécialistes ou les médecins, et vous, journalistes, animateurs. Donc, il faut c'est ce qu'on est en train de faire en créant nous avons besoin des choses. Il ne faut pas que ça soit la première et la dernière. Il faut que ça, de manière ponctuelle, expliquer aux gens. Parce que la télévision, ce n'est pas tout le monde. Parce que la ville, là, est sans l'électricité. Donc, il faut, avec la radio, tout ça, ça pourra bien marcher. Ok, docteur, il y a quelques semaines, vous avez été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, et la question des évacuations sanitaires a été abordée lors de cette rencontre. Dites-nous un peu qu'est-ce qui a été ressorti de cette rencontre et qu'est-ce qui se fait concrètement pour qu'on ait moins d'évacuations sanitaires, parce qu'il semble que les évacuations sanitaires coûtent aussi énormément d'argent pour le pays. Est-ce qu'on peut un peu comprendre ce qui est en train d'être fait pour éviter ces évacuations sanitaires? Merci. Je pense que c'est une question très pertinente. Le Premier ministre, chef de gouvernement, vraiment, il nous a reçus. Et il nous a rassuré de sa volonté d'aider le système de santé au Tchad. Et effectivement, ça doit... Vous savez, comme je vous l'ai dit, dans la médecine, il y a l'obligation des moyens. Donc, on met tous les moyens qu'il faut pour éviter... mais il faut savoir que certains patients ils partent pour des évacuations non précisées par un médecin. Par exemple, moi, j'ai eu la chance... Personne n'a bougé d'ici et la grossesse ne se prolonge pas. Toutes ces femmes-là ont accouché ici. Ceux qui accouchent par césarienne ont accouché ici. Ceux qui accouchent par voie basse ont accouché. Et rien ne s'est passé. Donc c'est pour vous dire que on peut réguler le problème des évacuations, mais si les gens ont des moyens et pour des céphalées, ils veulent aller se faire soigner à l'étranger, je pense qu'on ne peut pas aussi les interdire, mais il faut réglementer ces évacuations-là. Et au jour d'aujourd'hui, quelles sont les spécialités qui nécessitent une évacuation et lesquelles qui peuvent être prises en charge sur place? Les évacuations, ça ne dépend pas des spécialités. Dans toutes les spécialités, on peut avoir des évacuations. Par exemple, si vous avez... c'est en fonction de la maladie, au fait. Les évacuations ne sont pas en fonction des spécialités, mais en fonction de la maladie. Et les plateaux techniques? Et les plateaux techniques. Donc, si vous avez une maladie dont la prise en charge ne peut pas se faire ici, on peut vous délivrer un certificat d'évacuation. Mais je peux vous dire qu'à 90%, les gens qui partent, c'est des choses qu'on peut soigner ici. Une femme qui part pour une césarienne, pour un accouchement par voie basse, ça se fait ici. Donc, normalement, on n'évacue que les choses qui ne se font pas ici. D'accord. Nous accueillons le SG du ministère de la Santé publique. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Nos téléspectateurs vous attendent depuis une trentaine de minutes. Vous pouvez présenter votre profil professionnel pour qu'on vous connaisse. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Dapsou Guidaoussou. Je suis le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention. Ok. Nous avons avant vous débattu de la question des cliniques privées et des hôpitaux publics et surtout la disponibilité des médecins spécialistes dans les hôpitaux publics en faveur de leurs cliniques privées. Vous, en tant que ministère ou représentant du ministère, que faites-vous pour un peu réglementer cette situation? Est-ce qu'un médecin spécialiste est autorisé aux heures de travail officielles d'aller consulter plutôt à sa clinique que d'être dans les hôpitaux publics? Très rapidement. Merci beaucoup. De peur d'aller en contradiction avec ce que le représentant de l'ordre aurait déjà dit, je pense qu'aux heures d'ouverture normale, en principe, le médecin doit se retrouver plutôt dans sa formation sanitaire et non dans la clinique.
dans sa clinique privée, c'est après les heures officielles. Mais je voudrais dire aussi à ce niveau que nous travaillons actuellement avec l'Ordre national des médecins du Tchad à l'effet de pouvoir encadrer cela. Parce qu'il y a des pays comme le Bénin qui ont réussi à trancher la chose en disant tout simplement, soit tu es du privé, soit tu es du public. Quand tu es du privé, tu ne t'occupes que de ta clinique. Quand tu es du public, tu n'es qu'au niveau de ta formation sanitaire qui est de l'hôpital. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Les discussions sont actuellement en cours. Et nous avons été reçus à l'image de l'Ordre national des médecins par le chef de l'État le 17 juillet. Des instructions fermes ont été données dans ce sens. Et donc, très rapidement, nous avons pris attache avec l'Ordre pour essayer de voir dans quelle mesure on mettra en place un comité pour poursuivre la réflexion dans ce sens-là. Je voudrais aussi revenir sur la question que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure. Et j'apprécie vraiment le représentant des patients à ma droite. En réalité, en matière de santé, il faut communiquer, communiquer et encore communiquer. Tous les problèmes que nous avons actuellement, c'est qu'il y a un déficit de communication. Qui doit le faire? Qui doit le faire? Le ministère doit le faire. Qui doit le faire? Les communicateurs doivent le faire. Qui doit le faire? Les prestataires. Tout le monde doit le faire parce que la santé, c'est tout le monde qui est en réalité concerné. Ce n'est pas seulement l'histoire du ministère de la Santé publique seul. Okay. Alors, tout à l'heure, on a évoqué la question de répartition des médecins spécialistes. Je voudrais aller de manière pratique. Aujourd'hui, nous sommes en août. Si un malade de la zone de Aras-Mangaï, par exemple, une patiente nécessite une opération, elle ne peut pas accéder à Amtiman. Ou soit dans la zone de Rigaza, Bilamoursi, elle ne peut pas accéder. Que fait le ministère pour avoir une répartition vraiment juste, au moins des gynécologues sur l'étendue du territoire national? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens à Aras-Mangaï ne peuvent pas venir à Amtiman tant que la pluie n'est pas finie. C'est la même chose dans la zone de Rigaza, par exemple. Que fait le ministère? Merci pour la question. Moi, je voudrais insister pour dire qu'effectivement, il y a une répartition inégale des ressources humaines. Mais est-ce que la femme qui est à Haraz, le gynécologue seul peut décanter la situation? Les gynécologues, quand on les déploie à Haraz, il faut qu'on s'assure qu'il y a le plateau technique qui accompagne. Parce qu'on ne va pas déployer les gynécologues juste dans le besoin de les déployer. Et dans ce sens-là aussi, des efforts sont en train d'être faits avec l'appui des différents partenaires. Surtout cette année, nous avons, avec la Banque mondiale, réussi à relever le niveau de plateau technique de 88 hôpitaux de district. Et nous faisons actuellement les efforts pour déployer effectivement les médecins spécialistes à l'intérieur également du pays. Mais ce qu'il faut aussi savoir, je vous donne un cas, nous avons affecté un pédiatre au niveau de l'hôpital provincial de Doba, mais vous savez, là, les consultations sont tellement faibles que le médecin spécialiste, à la limite, il tourne un peu les pouces. Donc, il faudra effectivement déployer ces médecins-là, mais aussi continuer à sensibiliser la population pour qu'elle sache que désormais, il y a un médecin spécialiste au niveau de l'hôpital provincial de Doba. Si on ne le fait pas, le médecin spécialiste, au bout d'un certain temps, il risque de perdre la main. Et il est souvent tenté de revenir à N'Djamena où il y a quand même un afflux, effectivement, de patients. Donc, je voudrais aussi rappeler, quand vous référez au dernier arrêté d'intégration, il y a un excellent travail qui a été fait par le ministre des Finances, mais également le ministre de la Fonction publique, en déployant directement les fonctionnaires au niveau des différentes provinces, en respectant un équilibre entre ces différentes provinces. Là également, au niveau du ministère, nous tenons à ce que ces agents restent sur place, mais souvent il y a des pressions qui viennent de partout. Mais avec cet arrêté, en réalité, ces agents sont gérés directement par les conseillers provinciaux. Donc c'est une gestion désormais locale pour laquelle nous, on n'a même pas d'influence là-dessus. Je pense que si on continue sur cette lancée, on pourra résoudre ce problème de répartition de personnel de santé. D'accord. Nous n'avons que 52 minutes pour ce plateau. Ce qui est sûr, nous ne pouvons pas tout discuter de la question de santé ici. Je voudrais qu'on passe aux propositions d'amélioration de la question d'accueil de soins de santé dans les hôpitaux publics. S'il y a une proposition que vous avez à faire, ce serait laquelle, en commençant par le docteur Adano? Merci pour la question. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il faut que la question de l'éthique médicale passe dans les écoles de santé d'abord, que les gens, en faisant leur formation, se rassurent d'abord que l'accueil fait partie du traitement. Ça, c'est de un.
De deux, il faut une exigence au niveau hospitalier. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de discipline, il y a le comité médical éthique, et tous ces comités-là doivent travailler pour que le patient trouve le sourire quand il vient à l'hôpital. Et je pense qu'en faisant ce travail, en accueillant bien, il y aura... Le problème, c'est qu'il y a aussi un problème d'afflux des malades. Il y a un problème d'afflux des malades. Je vais vous prendre un exemple. Une maternité niveau 3 en France fait 3000 accouchements par an. Ça, c'est le plus gradé. Quand on dit ici, niveau 3, c'est niveau 3, c'est la plus grande maternité. D'accord. Okay. Mais ici, par exemple, je vous donne le cas de l'hôpital de la mère et de l'enfant. On a fait 10 000 accouchements. C'est énorme comme boulot. Donc, il y a un afflux de malades. Donc, je pense que maintenant, avec la décentralisation, et comme l'a dit le SG, on essaie d'équiper les hôpitaux, les autres hôpitaux. Ça va désengorger un peu. Et quand ça désengorge un peu, il y aura meilleur accueil de malades. Si vous accueillez 10 personnes, ce n'est pas la même chose que vous accueillez 100 personnes. Donc, pour qu'il y ait une bonne qualité d'accueil, il faut qu'il y ait un minimum de malades à voir. Mais si vous êtes seul, avoir 100 patients, quelle que soit votre patience, vous n'allez pas accueillir comme il le faut. C'est ce que les patients ne comprennent pas. Ils accusent les médecins spécialistes de limiter le nombre de consultations par jour et tout ça, alors que techniquement, ça s'explique comme vous le dites. Oui, poursuivez si vous avez d'autres choses. Ok, je pense que vous avez déjà pratiquement répondu à la question. C'est qu'un être humain, ce n'est pas une machine. Quand il travaille, il y a certaines limites. Il faut que les gens comprennent ces limites. Or, nous, on n'a pas beaucoup de spécialistes. Donc, le seul spécialiste qui se retrouve dans le coin, s'il y a un afflux de malades, peut-être qu'il a vu 20 malades ou 30 malades, alors qu'il ne pouvait voir que 15 ou 20 en temps normal, parce qu'il y a les normes de l'OMS à respecter. C'est vrai qu'ici, on ne peut pas le respecter parce qu'il y a afflux de malades, parce qu'il y a le besoin. Mais à un certain moment, vous serez fatigué. Vous serez fatigué de voir tout le monde et ça influe sur l'accueil du malade. D'accord. Ok, je vais donner la parole au SG du ministère. Face à ce qu'explique le docteur, que fait le ministère pour un peu encourager les médecins spécialistes à prioriser un peu les intérêts des patients que d'être plutôt permanents dans leur clinique? Parce que là, quand on voit bien, au niveau déjà des salaires, de traitement salarial, le médecin tchadien est pratiquement mal payé dans la sous-région. Merci beaucoup. Merci pour la question. Moi, je voudrais revenir une fois de plus à la rencontre que nous avions eue avec le chef de l'État le 17 juillet dernier. Le chef de l'État était revenu également sur cette question de la qualité de l'accueil dans nos formations sanitaires. Mais en plus de ce que le docteur Adano a dit tout à l'heure, je voudrais insister sur un fait. Vous prenez le CHU mère-enfant. Pour que ce CHU puisse nous offrir un accueil de qualité, des soins de qualité, encore faut-il que les hôpitaux de district, que l'hôpital provincial puisse fonctionner correctement. Si, pour un cas de paludisme simple, on débarque directement dans un CHU, créant une saturation à ce niveau, évidemment, ça va impacter sur la qualité des soins et la qualité de l'accueil. Parce que le médecin qui est là, au lieu de recevoir 5 à 10 malades par jour, il reçoit 30, 40, 50 malades. Là, ça pose énormément de problèmes. Au niveau de votre ministère, la hiérarchie exactement. De l'autre, comment dire, pour un cas de paludisme, là, il y a la pyramide des soins, justement. On doit commencer par le centre de santé, arriver à l'hôpital de district. De l'hôpital de district, on est référé vers l'hôpital provincial avant d'arriver vers l'hôpital, le CHU. Aujourd'hui, les hôpitaux de district, malheureusement, les services des urgences au niveau des hôpitaux de district ne fonctionnent pas correctement comme il le faut. Et donc, tous les malades se retrouvent pratiquement au niveau des CHU. Mais la capacité d'accueil même, en termes d'infrastructure, en termes de lits disponibles, mais elle n'est pas inextensible. Il y a un nombre pour lequel, quand on dépasse, évidemment, on n'y arrive pas. Donc, pour solutionner ce problème, moi, je pense que nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère sur comment faire pour que ces hôpitaux de district au niveau de N'Djamena, par exemple, puissent réellement prendre en charge les urgences et que ce soit les cas les plus graves qui soient orientés cette fois-ci vers les CHU. Voilà. L'autre chose aussi, et c'est là où je demande aussi l'appui des communicateurs, mais également du représentant des patients ici, qu'on comprenne que pour un cas de paludisme simple, il faut commencer plutôt par un centre de santé, au lieu d'aller embêter le docteur Adano qui est au niveau du CHU mère-enfant, qui est le dernier niveau de soins. Et si tout le monde va là-bas,
nécessairement, il y aura un cas urgent qui doit normalement être reçu par le docteur Adano, mais il n'aura pas le temps de le recevoir parce qu'il y a des cas simples qu'il est en train de gérer. Et souvent, ça frustre même les spécialistes qui s'énervent, qui te disent, mais pour un cas de paludisme simple, pourquoi tu ne te retrouves pas au centre de santé au lieu il faut qu'on continue par sensibiliser et sensibiliser encore. Alors, monsieur Rassou, comment faire pour restaurer la confiance entre les patients et les médecins au vu de l'explication donnée par je vous ai dit tantôt, ça, on a besoin qu'on communique avec les gens, parce que tout le monde, avec le patois, il faut qu'on sensibilise. Comme ça peut passer. Mais quand vous venez comme ça, il ne va jamais comprendre. Quand vous parlez dans son patois, les radios, les télévisions, les radios, télévisions, là, on n'a même pas d'électricité, là, mais les radios surtout, il faut faire de manière que les gens écoutent. Les gens écoutent les FM et autres. Pourquoi pas passer des messages sur TikTok? On demande à toute communauté de faire ça. Regardez ce que le SGP, par exemple, pour les vaccinations. Vacciner même ses enfants, les gens ne veulent pas. Que les Blancs là, veulent nous tuer. Je dis que les Blancs, s'il a besoin de nous tuer, est-ce qu'il a besoin de mettre un produit? Même avec l'air, là, il peut déjà nous... Déjà, vous, en tant que représentant de patients, vous ne trouvez pas déjà qu'il y a du boulot à faire? Est-ce que ça ne suscite pas déjà en vous le ministère, ce n'est pas une manière de lui jeter les fleurs. Chaque trimestre, vaccinez vos enfants pour le truc de tétanos. Ça, il faut quand même remercier Dieu. Et quand les gens font ces efforts, les gens ne prennent pas. Là, ça, c'est le truc qui rend stérile. Nous, d'autres, nous étions vaccinés, est-ce qu'on n'a pas d'enfants? Ça, c'est un faux problème. Donc, il faut sensibiliser les gens. Et même, pourquoi pas, sensibilisation. S'il n'y a pas sensibilisation, ça passe sur des sanctions. Quelqu'un qui refuse, par exemple, qu'on lui fasse le truc de poliomyélite et autres, là. S'il refuse, il faut mettre la police derrière. Parce que ça, c'est la santé. Et vous exposez l'enfant avec des maladies comme les hépatites autres. Là. Mais quand il a déjà pris son vaccin, il est déjà... immunisé. Voilà. Mais on ne veut pas. C'est là, on dit que non. Et les gens viennent là, on fait que les chasser. On ferme la porte. Maintenant, je demande au EG. Maintenant, mettre la police. C'est lui là. Si c'est même un général autre, il fait ça, il faut qu'on le prenne. Il faut créer une loi. Parce que c'est la vie des gens. Que peut faire un médecin pour prendre un général, M. Rassou? Pardon? Que peut faire un médecin pour apprendre un général? Non, mais non, je dis que papa, le médecin, lui, il envoie les gens. Si c'est même le général, est-ce qu'il est autorisé de faire ce qu'il fait dans une république? Il faut exiger, il faut les censurer. Aller même dans leur camp. Voilà, c'est ça. Laissez les gens vacciner vos enfants. Ok. Avant de vous passer la parole pour le dernier mot, je voudrais revenir au secrétaire général du ministère. Face à toutes les explications que venait de donner le docteur Adano et vous-même, il s'avère qu'il y a certains médecins, excusez-moi du terme, qu'on peut qualifier de véreux, qui ne veulent pas rester à leur poste d'affectation. Qu'est-ce que fait le ministère pour ces genres de brebis galeuses? Que fait le ministère? Merci pour la question. Nous reconnaissons qu'il y a des brebis galeuses. Ça, dans toute société, il y en a. Ce n'est pas un phénomène propre au Tchad. Et nous avons, après la rencontre avec le chef de l'État, pris 2 actes. Une circulaire en date du 5 et une autre en date du 6. Celle en date du 5 a trait à la qualité de l'accueil des patients dans nos formations sanitaires avec des instructions bien précises adressées à l'ensemble des prestataires de soins. Et celle du 6, elle a trait plutôt au respect des horaires, mais également interdire cette orientation des patients des structures publiques vers le privé. Il y a 2 notes qui ont été prises dans ce sens. Nous avons également, sur instruction du ministre de la Santé publique et de la Prévention, décidé d'organiser régulièrement des visites inopinées dans les CHU, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux districts, les hôpitaux provinciaux, de même que dans les centres de santé, pour s'assurer du respect effectif des termes de ces 2 notes notes circulaires qui ont été signées en date du 5 et du 6. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Rassou, quel mot avez-vous comme conseil aux patients pour contribuer à l'amélioration du système de santé au Tchad? Merci beaucoup. Comme je suis le représentant des patients, je voudrais interpeller, comme le EG du ministère est là, dans chaque hôpital, il faut qu'il y ait sa pharmacie.
s'il vous plaît. Parce qu'ailleurs, là, si vous partez, il y a même la pharmacie de l'hôpital. Et maintenant, il faut qu'on aille chercher ailleurs, là, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le cas d'intervention, par exemple, on a besoin que ces médicaments-là soient sur place. Je crois qu'il y avait un temps où une bonne volonté a fait ça au niveau de l'hôpital de référence. Et là, il faut créer ça. Et maintenant, le problème, j'interpelle le ministère de faire la sensibilisation. Parce que, vous savez, on a trop de problèmes. On a trop de problèmes quand on vient. Il y a toujours le truc, mais il faut passer par les patois. Mais concrètement, quel changement aimeriez-vous avoir dans nos systèmes de santé, vous en tant que représentant des patients? Oui, le changement d'abord venir du personnel. L'accueil, là, si l'accueil est bon, ça peut bien marcher. Parce que quand quelqu'un, même si c'est à votre ennemi, vous l'accueillez bien, il se sentira à l'aise. Mais vous voyez, dans certains centres, là, on vient, c'est comme vous êtes des ennemis. Ah, est-ce que c'est normal qu'on doit dire? Et le patient même est là. Donc ça, certaines choses-là. Mais c'est aussi la pratique du Tchadien. Après avoir fait chez le marabout, chez le féticheur, là où il ne peut plus, c'est en ce moment on amène le patient au médecin pendant que le médecin aussi ne peut rien. Qu'est-ce que vous voulez que le médecin... Donc maintenant, il faut que la sensibilisation continue. Nous remercions Electron TV pour nous avoir accordé ce petit temps pour qu'on puisse parler de problèmes brûlants de la santé des citoyens tchadiens et d'autres mondes aussi, parce que ITV couvre beaucoup et sur satellite, même certains pays peuvent nous suivre. Donc maintenant, il faut qu'on fasse des sensibilisations. Il faut qu'on écoute, parce que les gens sont nos enfants, sont nos frères, sont nos pères, sont nos cousins. Eux, ils ne peuvent pas nous donner des choses qui ne sont pas bonnes à nos enfants ou à nos femmes. Donc, ce qu'ils recommandent, il faut accepter. Parce que sauver une vie, c'est d'abord mieux. Parce que quelquefois, l'enfant et la mère, ils meurent à la fois. Mais si on voit qu'on peut sauver la maman, il faut qu'on sauve la maman. Si on peut sauver le bébé, il faut qu'on sauve le bébé. Mais il faut attendre la science. Maintenant, l'ordre doit s'assumer. L'ordre doit s'assumer parce que c'est la vie. Lui, là, si c'est sa vie, est-ce qu'il va accepter qu'il faut signer? L'ordre doit avoir des textes qui doivent le couvrir en cas de... Parce que la vie, on est né, c'est pour mourir. Mais si les gens, combien de gens on les a trouvés comme ça sur leur lit, ils sont morts. Donc, il faut vraiment faire. Okay. Et surtout, la vaccination. Prenez votre responsabilité. Parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment, comme vous dites là, il faut aussi faire des trucs... comment on appelle là? Il faut toujours surprendre les gens pour vérifier est-ce que c'est vraiment ça. Après les carnets, okay. Même à l'école, si ton enfant n'est pas vacciné, il ne doit pas avoir l'accès à l'école. D'accord, le temps imparti tire vers la fin. Je vais donner peut-être quelques secondes à Dr Adanao pour son mot de fin en tant que médecin et membre de l'ordre de médecins du Tchad. Quel conseil avez-vous à donner à nos patients qui nous suivent? Ok, je pense je commence en tant que médecin. En tant que médecin, je pense que comme le représentant du patient l'a dit, il faut sensibiliser la population. Et ça, c'est le travail des journalistes. C'est le travail de la communication. Il faut que cette population soit bien sensibilisée, qu'elle est consentante quand elle arrive à l'hôpital, qu'elle ne bloque pas le médecin dans leur exercice. Donc, si la population est constante, si la population est consentante, et que la population fait confiance aux médecins, je pense que les médecins feront aussi le maximum pour prendre en charge cette population. Maintenant, en tant que représentant de l'ordre, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme sur l'ordonnance de l'ordre. Il faut que l'ordre ait le pouvoir de contrôler, il faut que l'ordre ait le pouvoir de réguler le système de santé au Tchad. Pour ça, nous avons introduit notre ordonnance. Parce que l'ordre est créé en 1991, ça fait 34 ans. Et il n'y a que l'ordonnance créant l'ordre, mais il n'y a pas l'ordonnance modifiée qui donne le pouvoir à l'ordre. Donc, il y a un problème juridique quelque part. Si l'ordre retrouve cette ordonnance, qui sera effectivement passée par le Conseil des ministres, l'ordre aura le pouvoir. Et quand l'ordre a le pouvoir, l'ordre est le seul régularitaire la régulation du système de santé au Tchad. Donc, l'ordre est responsable de la pratique médicale au Tchad. Pour que l'ordre ait cette responsabilité, je pense qu'il faut des lois et il faut des textes. D'accord.
Alors, Monsieur Dafsougui Daoussou, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé. On vous passe la parole pour votre mot de fin. Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur deux aspects, mais à commencer d'abord par l'appui que nous entendons apporter à l'Ordre national des médecins, qui, comme l'a dit le SG tout à l'heure, est le régulateur et surtout un de nos partenaires les plus sûrs. Que l'Ordre soit rassuré que des dispositions sont prises, parce que des instructions ont été données même ce matin par le ministre de la Santé publique, à l'effet de conjuguer ensemble nos efforts pour que cette ordonnance puisse voir le jour. L'ordonnance, pour qu'elle voie le jour, il faut qu'on se mobilise tous ensemble. C'est une lutte commune. Un plaidoyer, voilà, l'union fait la force. Un plaidoyer à haut niveau qui permettra à ce que cette ordonnance puisse effectivement voir le jour et que l'ordre puisse jouer pleinement son rôle. Okay. Le deuxième point sur lequel je voudrais un peu m'attarder, c'est relatif aux patients. Le patient, je voudrais insister sur un fait. Dès l'instant où le patient est malade, qu'il aille vers la formation sanitaire la plus proche, en commençant par le centre de santé, plutôt que de perdre du temps vers d'autres sources que je ne vais pas citer. Et je voudrais aussi insister pour dire qu'il ne faut pas qu'on jette systématiquement de l'anathème sur les médecins spécialistes. Nous avons, à l'échelle mondiale, une crise réelle des médecins spécialistes. Les rares que nous avons là, nous avons intérêt à les accompagner. Dans leur rang, il y a des brebis galeuses que nous reconnaissons. Nous allons nous battre. Comme je l'ai dit tantôt, la place du secrétaire général, du ministre, du directeur général n'est pas dans le bureau, mais plutôt sur le terrain, comme on nous l'a recommandé. Nous allons organiser régulièrement des missions de supervision. Et là, le ministre de la Santé publique vient de rentrer d'une mission. Nous allons organiser des missions de supervision, nous allons organiser des visites inopinées dans la journée comme la nuit pour nous assurer qu'effectivement les choses se passent comme nous le souhaitons, comme le dernier patient le souhaite également. Parce que nous également, nous avons des retours, des situations un peu difficiles qui se passent dans nos formations sanitaires à certaines heures. Donc, des dispositions sont prises à notre niveau. Mais que le patient, quand il est malade, qu'il ne traîne pas longtemps à la maison avant d'arriver et qu'il n'aille pas directement vers un CHU parce qu'il y a X, Y connaissant qui serait là-bas qui pourra aider. En le faisant, il ferme la porte à un cas grave qui serait dans le couloir. D'accord. Voilà, c'est sur ces mots de fin du secrétaire général du ministère de la Santé publique que nous allons mettre fin à ce débat d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de nous prendre, nous vous rappelons que nous avons discuté de la question de l'accès aux médecins spécialistes des patients au Tchad. Si vous venez de nous prendre, vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook d'Electron TV. Au revoir et à la semaine prochaine.